n'a pas le côté sexy de ce matin, n'a pas le côté amusant de Paul, je ne suis pas Paul, mais tout simplement parce que je dois vous parler davantage de chiffres, de rétroaction. Donc, c'est une partie réflexive sur le projet CUA comme tel dans l'ensemble, mais aussi sur les projets pilotes, comment les participants se sont investis dans les projets, ce qu'ils en ont retiré, comment on a pu tenter d'évaluer la réception des étudiants aussi à travers les différents projets et voir comment tout ça peut prendre place ou plus difficilement, quelquefois, prendre place dans les organisations aussi. Okay? Donc, si vous avez des questions, vous me faites signe en cours de route. J'espère être clair. On peut penser dans un premier temps que au cours des 2 ou 3 dernières années, à tout le moins, les termes handicap, accommodement et inclusion sont devenus des termes assez à la mode, on pourrait dire même trendy. Tout comme le travail collectif aussi. Et je pense que tous ces mots mis ensemble, quand on parle d'inclusion, quand on parle d'accommodement, quand on parle de se pencher ou d'aider des individus à dépasser des situations handicapantes, effectivement, ce que ça demande, c'est un travail collectif. Et travail collectif à divers niveaux dans une organisation. Je vais vous conter des petites histoires ici et là qui relèvent de mon parcours à travers ce cheminement de 3 ans, à la fois dans l'université, mais aussi dans le projet. Comme les élèves aussi, une autre chose que j'aimerais, et je me promène, je suis du genre à se promener, comme les étudiants viennent à vos cours pas toujours avec les mêmes raisons et les mêmes motivations, on peut dire aussi que les gens ne viennent pas tous dans un projet pilote nécessairement avec les mêmes préoccupations, les mêmes motivations à la base. Ce qui ne veut pas dire que les gens y viennent sans motivation, mais ce ne sont pas les mêmes toujours au point de départ. En termes d'arrivée, ce qui, dans notre dernier échange au mois de décembre, au niveau du groupe de travail, cependant, tout le monde a reconnu que tout le travail, tout ce projet-là nous avait procuré un moment de grâce ou des moments de grâce qui sont vraiment irremplaçables. On a eu le bonheur de se voir libérés pour 5 projets, mais ce sont 10 enseignants qui ont été libérés également, 2 conseillères pédagogiques et en technopédagogie. Et on va compter aussi Stéphanie, qui était à la tête du projet lorsque toute l'équipe a démarré. Donc, c'est un temps de grâce parce que c'est une réunion de gens qui s'en viennent pour apprendre ce que c'est qu'un handicap, ce que c'est qu'une situation handicapante, réfléchir là-dessus, réfléchir sur ce que ça demande dans l'enseignement, ce que ça demande aux enseignants, comment on peut changer les choses et comment on peut changer notre propre environnement. Parce que lorsqu'on s'insère dans un projet pilote, et je vais prendre l'exemple du projet qui s'est déroulé à Montmorency, Jean-René donnait un atelier en architecture. Or, il y a des collègues aussi qui donnaient ce même atelier-là. Lui était impliqué dans le projet pilote, les collègues non. Donc, il y a aussi cette relation-là, quand on amène un projet pilote, comment est-ce qu'on maintient le lien avec l'environnement, comment est-ce qu'on arrive à intéresser les autres autour, ou en tout cas, comment on arrive à créer sa place pour aller de l'avant dans ces projets. Ce que l'expérience nous aura appris aussi globalement, c'est l'importance de se donner du temps. C'est pour ça que je vous dis que ces projets-là ont été des moments de grâce pour nous, parce que oui, ça nous a libérés, mais ça nous a appris à prendre le temps, un temps de réflexion pédagogique. Il fallait que ce soit répété de façon assez fréquente pour que justement ce temps-là vienne créer un besoin
pour nous de l'avoir et créer une habitude. Les psychologues vont vous dire que ça prend au moins 21 jours à répéter le geste tous les jours pour changer. Eh bien, c'est un peu ce qui nous est arrivé à nous. Okay. Donc, l'importance du temps. C'est pour ça que je dis s'arrêter pour mieux avancer. Merci, Paul. J'ai besoin de mon aide aussi. Donc, j'ai parlé de la qualité de l'invitation en termes d'encadrement aussi que l'on a reçu parce que, oui, Stéphanie a servi de coordonnatrice et de recherchiste aussi à l'intérieur du projet, mais elle a eu aussi, la prestance d'aller chercher des expertises autres pour venir nous parler, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une classe en pédagogie inversée. Donc, diverses approches par des gens qui vraiment étaient formés et qui avaient une pratique avancée à ce niveau-là. C'est ce qui a rendu le groupe très dynamique aussi, parce que, évidemment, on était tous curieux d'apprendre. On avait au moins ce partage-là au point de départ. Dans les choix de projets, alors, je reviens un peu, j'espère ne pas trop chevaucher, mais il y a des choses dans les présentations de ce matin qui vont ressortir, évidemment, puisque je fais une rétroaction sur l'ensemble de la démarche. Donc, au point de départ, il y avait 10 enseignants et donc une possibilité de 10 cours. On a pairé les enseignants parce qu'on a choisi de s'en aller vers 5 projets pilotes, histoire de se donner les coudées assez franches et puis peut-être ne pas avoir, comme on dit, les yeux plus grands que la panse, donc s'assurer que les 5 projets seraient menés à terme. Certains enseignants dont le cours a été choisi étaient comme porteurs de ce projet-là et un autre enseignant était pairé avec le premier comme accompagnateur. La plupart du temps, ça s'est fait par institution. Donc, les cégeps Montmorency, le cégep du Vieux-Montréal et le collège Marie-Victorin ont vu justement ces équipes se former à l'interne. Du côté de l'UQAM et du côté de l'Université de Montréal, le pairage a été plus difficile, plus laborieux. Et je vous explique en quoi. Tantôt, Christian mentionnait que j'étais chargée de cours à la faculté d'aménagement. Donc, qui dit aménagement, architecture, urbanisme et tout, on pense tout de suite, bon, les handicaps physiques, la circulation et tout ça. Donc, ça devrait aller de soi que ce sera facile d'amener un projet dans le cadre de cette faculté. Ça n'a pas été le cas. On s'était après s'être adressé à la direction et ensuite aux différentes directions des unités. Les gens nous ont dit, ben c'est un bon projet, on vous souhaite bonne chance, mais là, on ne peut pas prioriser ça. On a des soucis en termes des préoccupations et des priorités en termes budgétaires. Donc, il a fallu trouver une façon autre d'amener le projet, d'autant que je n'enseignais pas à l'automne et que les projets pilotes devaient prendre place à l'automne. D'où l'intervention précieuse de Véronique, qui, avec ses contacts du côté des sciences de l'éducation, a pu entreprendre des démarches avec des enseignants, en plus de la chargée de cours qui a laissé le projet ensuite, Madame Barrault. Oui. Du côté de l'UQAM, au point de départ, nous avions une personne, un enseignant, mais qui s'est désisté parce qu'il avait des projets de recherche et qu'il était trop pris. Donc, comme je connaissais Steve, pour être intervenu dans son cours auparavant, non pas le cours dont on a parlé, mais un autre cours, donc j'ai dit, est-ce qu'on me permet de peut-être communiquer avec un enseignant là-bas qui accepterait peut-être. Steve m'a dit, j'ai pas le temps, mais tu es convaincante, je vais embarquer si tu es là. Okay? Donc, le premier projet qui s'est amené du côté de l'UQAM, ce qui a été intéressant, c'est dans le fond, là, on s'est amené avec un pairage qui était de 2 institutions. Donc, il fallait voir aussi comment on cheminerait à travers tout ça. Mais c'est que dans le premier projet,
ceux qui étaient de l'équipe du groupe de travail vont s'en souvenir. Le cours sur lequel on se penchait de Steve était un cours qui était un cours de premier cycle et qui s'adressait à plus de 160 étudiants. Donc, quand on se penche sur comment est-ce qu'on va aménager la chose, les exercices et tout ça, vous comprendrez qu'à 160 étudiants, la dynamique est différente qu'avec le cours qui a retenu finalement notre attention et qui s'adresse à 12 à 15 étudiants. Okay. Donc, ce cours, on l'avait travaillé, celui à 160 étudiants, pendant toute une session. Et Steve a appris que l'administration revisait le programme et que ce cours-là ne se donnerait donc pas à l'automne, mais l'année suivante. OK? Donc là, j'ai dit à Steve, as-tu d'autres cours de façon que nous puissions avancer avec le projet pilote? Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec un projet donc qui s'attardait à un cours de deuxième cycle et à un plus petit groupe, mais qui fut fort intéressant aussi. Donc, en termes d'accompagnement, vous comprendrez que c'est aussi différent. Quand Stéphanie, ce matin, mentionnait il faut forcer les gens peut-être ou les inciter à s'amener ou à collaborer en termes de champs multidisciplinaires, oui. Il y a aussi l'enrichissement au sein des mêmes champs disciplinaires. Donc, du côté des collèges, actuellement, ce que je peux vous dire en termes de rétroaction sur les pairages, il y a eu de bonnes collaborations, mais pour ceux qui n'étaient pas du projet comme tel, du cours retenu, je pense que les gens sont restés un peu sur leur faim. Ça a été en tout cas le commentaire qu'on a eu en fin de session. On s'est dit, après avoir vu les projets évoluer, on s'est dit peut-être qu'on aurait pu aller pour plus de projets, de façon, puisque tout le monde était motivé par rapport à son propre cours et se penchait sur son propre cours aussi pour en faire l'évaluation. Ceci dit, les collaborations et l'œil extérieur sur les projets ont été une plus-value pour l'ensemble des projets. Okay. Du côté des projets universitaires, bon, vous l'avez compris, du côté de l'Université de Montréal, donc il n'y a pas eu d'interaction ou d'accompagnement, sinon un accompagnement, je dirais, inversé, c'est-à-dire une conseillère pédagogique qui travaille avec des enseignants. Et donc, il n'y a pas eu cette présence au niveau du groupe de travail des enseignants avec lesquels Véronique travaillait. Okay. Mais ce qui faisait que Véronique nous rapportait quand même l'expérience et transposait justement ses savoirs ou ses apprentissages au niveau des autres enseignants du groupe. Donc, il y a beaucoup de chassés-croisés, mais c'est ce qui nourrit aussi un groupe. Du côté du cours de l'UQAM, justement, comme on a un background commun, Steve et moi, c'est certain qu'il y a des choses plus pointues sur lesquelles on pouvait se pencher au niveau des textes et tout. Mais je dois dire aussi que le fait d'avoir pris pour moi la résolution d'être sur place chaque semaine, ça change aussi la vue sur un projet. Dans le sens où là, mais il faut avoir encore un meneur de projet qui veuille bien se voir observé par un collègue 3 heures par semaine d'un bout à l'autre et échanger avec ce collègue-là sur tout, le débit, est-ce que les lectures, est-ce qu'on a été trop long à tel moment, etc. Mais tout s'est fait dans un esprit super constructif. Là, on était comme à deux à chercher à optimiser le cours. Et la beauté de la chose aussi, c'est qu'en intervenant dès le point de départ, en étant présente tout au long, les étudiants aussi, il fallait expliquer ma présence en classe. Donc, les étudiants ont été plus familiarisés avec justement tous les aspects de la CUA. Et l'exemple des lunettes qu'on donnait ce matin, on l'a expérimenté en classe aussi. Donc, ce qui a aidé à ouvrir l'esprit aux étudiants, justement, aux apprentissages universels. Et la beauté du projet aussi, c'est que les étudiants, si vous en avez parlé ce matin, devaient aller observer le comportement de consommateurs auprès d'un truck food de leur choix.
Et donc, j'ai saisi l'occasion pour leur dire, ben, je suis observatrice, tout comme vous, vous êtes observateur. Donc, vous aussi, vous allez observer des situations handicapantes pour des clients, des food trucks, tout comme moi, j'en observe en classe. Donc, il y a comme une transposition des savoirs aussi qui se faisait et des apprentissages. Et les étudiants eux-mêmes étaient plus sensibles en classe. Lorsqu'on a regardé, par exemple, la tenue des jurys, je peux vous dire que l'aménagement de la classe entre le premier jury et le deuxième jury a changé pour justement faciliter la prise de parole des étudiants en classe, les échanges et rendre le tout plus, je dirais, non seulement plus dynamique, mais plus formatif aussi. Okay. Les choses aussi qui sont à considérer, c'est au niveau des cohortes, entre les cohortes au niveau collégial et au niveau universitaire. Oui, dans l'ensemble, on retrouve à peu près la même proportion de gars et de filles, là, compte tenu des disciplines. Ce sont des jeunes adultes pour la plupart. Au niveau universitaire, cependant, il y a un peu plus de gens qui travaillent, même s'ils sont inscrits à un programme à temps plein. Donc, très souvent, en tout cas, c'est le cas dans ce programme, je pourrais dire, professionnel, les gens vont chercher une information qui est en directe connexion avec leur travail. Les cohortes aussi différentes en termes de nombre. Dans l'ensemble, ça tourne autour de 25 étudiants, peut-être un peu plus dans les classes très courues de notre ami Paul en philo. Et au niveau universitaire, deuxième cycle, évidemment, les cohortes sont plus petites, donc varient de 12 à 15 étudiants. Ce qui a aussi un impact. Hein. On peut penser le temps, la cohorte, l'âge des étudiants, l'expérience des étudiants et quel est le motif, quelle est la motivation qui amène les étudiants dans la classe. Au niveau des commentaires ou de la rétroaction, est-ce que tu me suis toujours, Paul? Oui, merci. Je vous dirais, je vais faire une anecdote parce que, bon, la beauté de la chose, quand on présente et quand on organise en même temps, c'est que, et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les collectivités, donc le collectif passe avant moi. Et là, j'étais comme un peu coincée, donc je n'ai pas fait une présentation super sexy. Et, et donc, voilà, c'est ça, c'est la petite anecdote autour de ça. L'important aussi dans la rétroaction des étudiants, c'est le besoin qu'ils ont de sentir, de se voir interpellés en termes de curiosité, éveiller la curiosité. Et donc, le projet, comment dire, lorsqu'il a des similarités ou lorsqu'on peut évoquer des situations qui sont près d'eux dans leur quotidien, s'enrichit davantage et prend prise davantage. Amener les étudiants à observer, à expérimenter, à comprendre aussi. Donc, ce qui les amène ensuite à pouvoir reproduire ce savoir-là. Oui? Oui, ça va. Ensuite, au niveau des participants, parmi les choses qui sont importantes, les relations organisationnelles de l'enseignant vont varier selon le statut. Vous êtes enseignant à temps plein, donc ce qui veut dire que vous bénéficiez d'une information sur l'organisation de façon assez continue. Et vous avez aussi accès à des services de façon plus continue. Vous êtes chargé de cours, différence de statut, mais différence aussi en termes de temps dans une institution. Et il faut voir, il faut comprendre ce que ça peut représenter. À l'Université de Montréal, au niveau des programmes de premier cycle, l'enseignement est donné à 50% par des chargés de cours. Okay? Donc, le chargé de cours qui quitte son bureau
son gagne-pain principal pour venir donner le cours avec enthousiasme, qui veut communiquer sa matière avec enthousiasme aussi. Là, tout à coup, il arrive dans la classe et là, il y a peut-être un papier qui arrive sur son bureau pour lui dire « J'ai un handicap, il faudra peut-être faire quelques ajustements ou accommodements autant que possible. » Et la plupart ont la réaction « Non, mais qu'est-ce qui arrive là? Est-ce que je vais être obligée de donner mon cours et donner le cours en parallèle? » Okay? Donc, comment mieux informer les chargés de cours, entre autres, les professeurs aussi, mais les chargés de cours, comment aussi mieux les former par la suite. Il y a eu une expérience qui s'est déroulée grâce à Hélène Trifiro à l'Université de Montréal, justement, où le syndicat des chargés de cours de l'Université de Montréal, bon, j'avais rencontré Hélène et on a invité justement la directrice des services d'aide aux étudiants à venir s'entretenir avec le conseil exécutif du syndicat et par la suite à participer à ce qu'on appelle une soirée bulle, c'est-à-dire une soirée plus sociale sur la thématique des handicaps pour voir ce que les gens vivaient dans leur classe et comment ils arrivaient à résoudre ou alors comment ils se sentaient démunis face à ces situations. Et il y a eu des articles ensuite qui ont été publiés dans le journal syndical justement pour aider les gens à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on entendait par handicap, comment la notion évoluait aussi avec les handicaps traditionnels, les nouveaux handicaps, et puis comment même au sein du groupe de travail, cette notion-là est complètement, je dirais, éclatée. Lorsqu'on a démarré dans le groupe de travail, on s'est amené justement en pensant travailler sur des situations de handicap, je veux dire pur et dur. Okay? Et peu à peu, on s'est, au fur et à mesure de nos rencontres et des informations que l'on avait, on s'est rendu compte que des handicaps, lorsqu'on est du côté francophone, lorsqu'on est du côté anglophone, il y a déjà des nuances. En termes du côté des francophones, les handicaps, on le voit comme étant une situation, comment dire, qui perdure. Du côté anglophone, on voit aussi des situations, mais qui peuvent être plus ponctuelles, pardon. Et quand on regarde, quand on fouille davantage cette notion-là, on s'est rendu compte aussi justement avec le dossier dont parlait Véronique ce matin, avec les étudiants multiethniques que l'on a dans les classes et tout, ben, le handicap, il est de diverses natures aussi. Quelqu'un qui vient de l'étranger, qui ne parle pas le français ou le comprend difficilement, ben, il y aura un handicap, on peut dire ponctuel, mais il y aura une durée dans le temps. Okay? Donc, tout ça nous a amené à repenser notre lecture du handicap et à dire, bon, quand on aborde une problématique dans la classe ou quand on fait face à une problématique, comment est-ce qu'on peut bonifier ou transformer notre enseignement de façon à accommoder le plus d'étudiants possible, toujours aussi avec le souci que l'enseignant lui-même doit être confortable dans ce qu'il fait. Okay. Donc, l'interdisciplinarité, je pense qu'elle est ouverte en autant que les preneurs ou les porteurs sont intéressés à cette ouverture-là. Mais il peut y avoir aussi de très fructueuses collaborations à l'intérieur des mêmes disciplines, parce que justement là, on peut comparer aussi nos façons de faire dans le quotidien, et comme on fait souvent affaire avec les mêmes étudiants, on peut voir aussi les réactions d'une expérience à l'autre au sein d'une même unité. Les besoins d'accompagnement, je vous ai dit, ils peuvent varier aussi. Il faut bien comprendre que les gens qui vont donner un cours, un seul cours là, de son espèce dans un programme, on est vu comme, comment dire, des esprits plus indépendants. Ou en tout cas, on est dans une situation davantage d'autonomie où on décide un peu plus de ce qu'on va amener. Dès que le cours est multiplié, c'est-à-dire se démultiplie à travers plusieurs groupes, va se poser la question de comment est-ce qu'on harmonise les cours, toujours en laissant le plus de latitude possible à chaque enseignant, mais en même temps, en comprenant bien que les étudiants doivent, comment dire, répondre aux mêmes critères à la sortie au diplôme.
Il y a aussi, en dehors des objectifs, je dirais, administratifs ou très cognitifs là, dans ces collaborations, je pense qu'une des choses essentielles, et c'est ce qu'on a ressenti à travers le groupe de travail, ça a été justement l'enthousiasme. L'enthousiasme à vouloir échanger, à vouloir se poser des questions là-dessus. Si vous êtes quelqu'un, enfin, ma lecture du groupe de travail, c'est qu'il y a des gens, pour ne pas le pointer, lui et elle, où, comment dire, on serait d'un profil à se poser des questions. Pas nécessairement des questions grosses comme ça, mais des questions dans le quotidien. On est du genre plus questionneux. Il y a d'autres personnes qui vont s'amener, qui vont dire, ouais, cette année, il faut que je revise mon cours, ça tombe bien. Fait que là, je vais me poser la question, puis je vais travailler ça de fond. Et ensuite, je vais être plus mollo, OK, pendant 1 an ou 2, jusqu'à ce qu'un prochain souci, là, une prochaine vague se lève. Donc, ça aussi, il faut être conscient de comment on est comme individu, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous enthousiasme. Parce que d'amener des changements ou fouiller pour amener des nouveautés, vous ne le ferez pas si la chose ne vous prend pas aux tripes. Hein? Il faut avoir de la passion. C'est comme ça que l'on avance. Ensuite, ce que je voulais vous dire, oui. Donc, une des frustrations que je vous amène aujourd'hui suite au groupe de travail, je vois Stéphanie qui fronce les sourcils. Non, ce n'est pas sur la qualité. Ça, on n'a rien à redire. On loue le Seigneur tous les jours pour ça. C'est l'après-groupe de travail, où là, on se retrouve davantage, chacun dans nos institutions. Et là, c'est la tentation maudite, je dirais, puisque là, on retourne seul dans notre monde. Hein? Donc, la grande facilité, vous-même, vous avez déjà assisté à des formations, je suppose, d'autres séminaires et tout, puis là, vous dites « Ah, c'est des bonnes idées ». Et je retourne chez nous, et là, je suis débordée par la routine qui reprend, le quotidien et tout. Et 1 an après, là, on fait un ménage sur son bureau, on se dit « Ah, mon Dieu, il y avait ça ». Hein? Donc, ça aussi, parmi les frustrations, je dirais, c'est lorsqu'on sort de ce séjour dans les projets pilotes, on est, passez-moi l'expression, boosté à bloc. Mais c'est à ce moment-là où ça nous demande un effort, je dirais, disciplinaire pour poursuivre justement cette routine, pour se réserver du temps, pour continuer à progresser. Quand on peut avoir l'appui d'une communauté de pratique, il y a Joanne et Isabelle tantôt qui vont vous parler d'un projet en ce sens-là, c'est tant mieux, ça nous aide encore, c'est encore plus supportant. Quand on ne l'a pas, il faut peut-être avoir une petite dévotion, une petite flamme intérieure, et ça, c'est ce que Brigitte va vous parler tantôt. Ce dont Brigitte va vous parler tantôt, comment maintenir la petite flamme. Donc, continuez de se garder du temps pour encore mieux avancer. Réfléchir toujours pour mieux avancer. Ce n'est pas réfléchir pour perdre du temps, mais tout simplement parce que ce temps de réflexion-là, il est nécessaire pour se nourrir. Okay? L'importance du porteur aussi, la petite flamme, il faut l'entretenir. Par des lectures, en échangeant les communautés de pratique et tout. Je dois vous dire que juste dans la salle aujourd'hui, il y a des gens du Cégep du Vieux-Montréal, du Collège de la Sud, du Cégep Montmorency, du Cégep de Sainte-Foy, du Collège Marie-Victorin, du Collège John Abbott. Là, j'ai 2 numéros de courriel qui sont Collège Chic, je ne sais pas ce que c'est. Ah, Chicoutimi, oui, merci. Manquer le bout, voilà. Il y a quelqu'un de l'ETS, l'École de technologie supérieure, de la Polytechnique, de l'Université de Montréal, quelqu'un de l'Université d'Ottawa, des personnes de l'UQAM, des personnes de l'Université de Montréal. Il y a 2 personnes du Conseil supérieur de l'enseignement
Et il y a également une personne de la CSN, FNEC. OK? Donc, ce qui est important aussi à ce niveau-là, c'est de voir comment, en termes administratifs, comment toute cette étoile-là se ficelle. Ce n'est pas qu'à notre niveau qu'il y a de l'intérêt, mais il y a des curiosités qui s'éveillent à tout niveau. Il y a donc des collaborations et des partenariats qui sont importants d'établir et de maintenir. Et vous tous, enfin enseignants, qui êtes syndiqués, je dirais que la CSN, la FNEC CSN, justement, se penchait au cours des 2 dernières années sur la problématique, justement, des apprentissages universels, de l'inclusion. Okay? Donc, dans le dernier bilan 2012-2015, il en est fait mention que l'on s'éveille à ça. Et ici, il y a 3 ans, au niveau des grandes centrales syndicales, on se posait, ça c'est mon signe, OK. on se posait la question sur est-ce qu'on imposerait avec la venue de justement des apprentissages universels, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une demande supplémentaire de travail au niveau des enseignants? Qu'est-ce que ça mènera? Bon. Donc, vous voyez un peu toute la logistique autour de ça. Et quand on s'y penche, on se rend compte que justement, c'est l'information au point de départ qui est la solution. C'est-à-dire qu'une fois que les responsables commencent à comprendre de quoi il en retourne et voient qu'il ne s'agit pas de passer du blanc au noir, mais que ce sont des progressions qui se font de façon progressive au niveau des enseignants. Et qu'on choisit aussi parce qu'on veut bonifier notre classe, les enseignements, notre travail aussi, et avoir plus de plaisir et plus de facilité. Donc, la mentalité d'opposition est en train de changer pour dire comment est-ce qu'on doit approcher la chose pour faciliter la vie à nos membres à travers tout ça. Donc, ça aussi, ce sont des ouvertures qui se créent et qu'il va falloir saisir. Donc, je termine, OK. Pour vous dire, ça a été une des craintes qui a été évoquée par les participants au projet pilote. En tout dernier, une des questions qui est sortie, ça a été « J'ai aimé l'expérience. Est-ce qu'on doit imposer la chose aux enseignants? Et si on m'impose cela dans tous les cours, est-ce que comment je réagirai? » Donc, évidemment, nous, on a été privilégiés, je vous dirais, en étant très encadrés dans cette démarche-là. Mais il se peut que dans votre entourage, chez vos collègues, la question se pose. Et donc, il faut peut-être prêcher à ce moment-là l'avancée par petits pas, puisque c'est comme ça que l'on réussit et qu'on a progressé aussi à travers les projets. Lorsqu'on est arrivé au bout de notre planification première, en cours de projet, on s'est vu avec comme une dizaine de mesures dans chacun des cours. Et puis là, tout à coup, tout le monde, pour reprendre l'image de Christian tantôt, tout le monde s'est braqué pour dire « Mais là, comment je vais mettre ça de l'avant à l'automne? 10 affaires, là, je n'arriverai plus. » Et on a tous réfléchi ensemble et on s'est dit, on va commencer par 3. On va se donner un objectif de 3 changements dans chacun des cours. Le reste est sur la liste de to-do. Et cette liste-là, c'est un peu comme lorsqu'on fait des rénovations sur la maison. Il y a toujours plein de choses à faire, mais on peut se permettre de la revoir et de la mettre à jour et de suivre son rythme à travers tout ça, parce que sinon, on risque de s'essouffler trop rapidement et ce serait dommage. Merci. Voilà. Merci. Merci, Florence Lebeau. On va avoir sûrement l'occasion, de toute façon, de reparler tout ça lors de la plénière. J'inviterai donc à l'avant Brigitte Auclair, Joanne Morin, Merci. Isabelle Pelletier. Juste avant.
Bien, merci. Oui, je trouve importante votre remarque, Florence, à propos de l'enseignant doit être à l'aise avec ça. On sait ce qui arrive quand on veut trop imposer. La force de résistance peut être évidemment grande et à ce moment-là, on passe à côté. Donc, le fait que ça se fasse par la base, je pense que c'est aussi très important, ce que vous avez signalé. Et aussi, on pourra en reparler sûrement avec les exposés des prochaines intervenantes. Évidemment, pour ce qui est d'éveiller la curiosité, le problème, vous le savez comme moi, c'est que c'est naturel, le besoin de savoir. Le besoin d'apprendre l'est peut-être un peu moins, cependant. Alors, on veut tous savoir, mais le chemin qui mène au savoir, là, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'on veut tous apprendre comment le savoir? Ça, c'est une autre paire de manches et c'est parfois difficile. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir ici des expériences, des témoignages et, entre autres, donnés par Brigitte Auclair. Alors, Brigitte Auclair est détentrice d'un baccalauréat en études littéraires et depuis 1998, elle enseigne la littérature au Collège Montmorency. Elle a aussi œuvré comme superviseur à l'épreuve uniforme de français. Actuellement, elle poursuit des études à l'Université de Montréal en évaluation des compétences à la Faculté des sciences de l'éducation. Et si vous le permettez, ce que nous allons faire, c'est que nous allons écouter donc Brigitte, à la suite de quoi nous avons deux intervenantes qui viendront prendre la parole. Et puisqu'il y a une plénière après la pause santé, on pourra faire à la fois période de questions et plénière dans le but de respecter l'horaire. D'accord? Merci. Bon, eh bien, bon après-midi tout le monde. Je suis heureuse de venir partager avec vous mes expériences en enseignement. J'enseigne la littérature, bien sûr, mais en formation générale, donc des cours obligatoires que tous les étudiants du collégial doivent suivre et réussir. Donc, comme le disait Véronique ce matin, il faut travailler la motivation chez les étudiants. Donc, je vais vous parler un petit peu, en fait, je vais vous présenter le plan de la présentation. Donc, je vais travailler les pratiques pédagogiques. Je vais commencer par ça. Ensuite, le matériel de cours, le contenu du cours, la disponibilité de l'enseignant et les pratiques évaluatives. On l'a dit ce matin, c'est souvent la bête noire. C'est souvent ce que les étudiants regardent en premier dans un plan de cours dès qu'on le remet ou dès qu'ils le regardent en ligne. Et c'est souvent là que la CEA vient un peu chambouler parfois les pratiques des enseignants. Donc, j'ai installé ici, j'ai mis, la diversité des pratiques, donc les cours magistraux, bon, les ateliers formatifs en équipe individuelle, discussions, débats, les éléments audiovisuels tels que la chanson, des films, des cours vidéo, l'éthique et la classe inversée. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier là-dedans? Donc, évidemment, je vais contredire mon collègue Paul Turcotte pour les cours magistraux. Les cours magistraux, c'est sûr qu'il en faut, la pondération le demande, mais pour avoir parlé à plusieurs de mes étudiants, ils me disent, on sait qu'il en faut, c'est un mal nécessaire, mais après 20 minutes, honnêtement, Brigitte, je décroche. Donc, là, c'est à ce moment-là qu'il faut être amené à varier les pratiques. C'est vraiment ce que moi, je fais dans mon enseignement. Donc, puis les cours magistraux aussi, il y a une autre façon de faire ça. C'est sûr qu'on peut faire un cours magistral, mais parfois, juste une petite pratique comme ça, après une lecture, je vais demander aux étudiants d'aller au tableau, d'écrire juste un mot, une impression, et je pars de ça pour faire mon cours parfois. Et souvent, sans le vouloir, ils ont vraiment sorti les thèmes que moi, j'ai mis sur papier dans mon cours. S'ils sont trop timides, comme c'est arrivé cette session-ci, je leur demande d'écrire un petit papier. Donc, puis des fois, c'est cocasse. Il y en a qui j'ai pas lu le livre, désolée, je vais le lire pour le prochain cours. Mais donc, ça peut être une autre façon de faire des cours magistraux. Puis quand je donne un cours magistral, je donne toujours un atelier après. Donc, soit un atelier écrit, un atelier formatif, une discussion. Donc, nous, ce sont des séances de 100 minutes environ. C'est 2 fois 50 minutes. Je peux pas les tenir plus que 20 minutes. Et je le sais, mais parfois, c'est sûr. Donc, j'essaie de mêler un peu tout ça. Les discussions, les débats, les éléments audiovisuels, ça fonctionne bien. Mais
faut savoir doser aussi comme n'importe quoi. Hein, c'est sûr qu'il y a des étudiants qui voudraient qu'on discute tout le temps, mais il faut quand même bien doser. Puis il faut aussi faire des choses qui nous ressemblent. Ça, j'ai oublié de le dire aussi. Il faut faire des choses qui nous ressemblent. L'enseignement que nous, on aurait voulu recevoir en tant qu'étudiants. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. Le matériel, donc la disponibilité des documents. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense qu'à l'université, ça semble être une pratique régulière de mettre des documents sur Studium. Au collégial, c'est pas une pratique, c'est une pratique, oui, mais je crois pas que tout l'ensemble des collègues le font parce que j'entends des fois des choses venant de mes collègues. J'ai la chance de travailler dans un très grand département. Nous sommes 50 professeurs de français. Je partage mon bureau avec des filles extraordinaires avec qui on partage certaines choses. Mais souvent, donner accès aux documents en ligne, donc les notes de cours. Moi, je mets tous mes notes de cours sur Colnet, qui est la plateforme du collège ou Module. Je donne aussi les présentations visuelles, des hyperliens dont j'ai parlé en classe, puis des résumés sur Prédi. Je vous ai mis un petit résumé que j'avais fait sur Prédi pour Michel Tremblay. Donc, je donne accès à tous mes documents en ligne. L'important, c'est peut-être de ne pas tout mettre dans nos PowerPoint. Parce que j'ai entendu une collègue dernièrement dire, moi, là, je ne mets plus de PowerPoint, mes étudiants ne viennent pas à mes cours. Moi, j'ai un discours contraire. OK? Puis j'ai entendu dernièrement dans le collège, en fait, cette semaine, une étudiante dire, « Hey, toi, tu vas-tu à ton cours de bio? » Ben, pourquoi j'irai à mon cours de bio? La prof a tout mis sur Colnet. Ouais, mais là, son PowerPoint de 600 mots, tu sais, donc je sais pas ce que ça voulait dire, s'il y avait trop de mots à lire ou s'il n'y en avait pas assez, je sais pas trop. Mais bon, fait que je pense que l'important, c'est vraiment de bien doser. Puis moi, mes étudiants, ils viennent, en tout cas, ils sont présents, peut-être parce que je donne le dernier cours de littérature aussi, mais ils viennent, sont présents. Puis pour les hyperliens, ce que j'ai trouvé intéressant, des fois, je vais présenter, comme cette session-ci, j'ai présenté la Corriveau, donc je suis allée sur YouTube présenter quelque chose, je l'ai mis en lien. Bien, l'étudiante qui, de elle-même, me dit « Hey, on a parlé de la Bolduc, voici ce que j'ai trouvé, je t'envoie l'hyperlien. » Ah, tiens. Et là, en classe, je lui ai dit, « Hey, merci beaucoup. » Elle dit, « Mais j'ai vu que tu faisais ça. » Fait que je me suis dit peut-être que, donc, ça lui permet de s'impliquer dans le cours aussi. Les recueils de documents. Bon, c'est sûr que dans la CA, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent moins. Ça faisait plusieurs sessions que je faisais pas de recueil de documents, que je mettais mes documents en ligne, mais malheureusement, il arrivait en classe, puis il n'y avait pas en main les documents. Même s'il y avait droit en classe au portable, souvent ils n'en ont pas, ils ont un petit téléphone pour essayer de lire. Donc, je me suis résignée à refaire finalement un manuel de cours avec les textes dont ils ont besoin, mais je les mets quand même en ligne. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas encore ancré, en tout cas au collégial, c'est sûr qu'ils vont arriver avec le document en main. Mais pour les notes de cours, c'est différent. Ils sont comme pas obligés de les avoir parce qu'ils peuvent toujours prendre des notes sans ça aussi. Mais puis moi, ce que je fais aussi, je les envoie dans leur courriel. Donc, ils sentent que c'est plus personnalisé. Puis là, ils disent, « Ah oui, il faut que je l'imprime », que de le mettre sur la plateforme. Donc, ça va. Le contenu du cours. Donc, bon, évidemment, moi, je suis en littérature, donc je vais plutôt parler de ça. Les œuvres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les œuvres? Bon, on peut mettre des œuvres au choix. Bon, vous allez dire, ouais, mais ça fait plus de travail. Mais absolument, un professeur de littérature a quand même lu beaucoup de livres, là, donc il peut quand même mettre ce qu'il veut au choix. Certains de mes collègues vont mettre la dernière œuvre au choix, par exemple, pour un exposé oral. Une autre chose que je privilégie aussi, j'essaie que les œuvres soient disponibles en formats différents. Donc, par exemple, cette session-ci, j'avais le survenant. Donc, le survenant, il existe le film. Là, vous allez peut-être dire, oui, mais là, l'étudiant va regarder le film au lieu de lire le livre. Peut-être. Mais bon, ça lui appartient. Il y a quand même un travail à faire sur le livre. Mais il y en a qui m'ont dit, au contraire, ça m'a permis de situer les personnages, de comprendre la mise en contexte et tout cela. La même chose, la chasse-galerie. Il y a un beau petit film là, sur la chasse-galerie fait par l'Office national du film, donc sur YouTube. Donc, ils peuvent aller voir. Puis sur Internet, il y a beaucoup de documents libres de droit d'auteur. Ils ne sont pas tous morts comme en philosophie, là, mais au moins, ils peuvent aller parfois en chercher, ce qui leur permet, si on a un logiciel WordQ, de l'écouter avec WordQ. Mais il y a aussi une fonction dans Word qui s'appelle fonctionnalité vocale qui peut lire les textes. OK? Souvent, je m'en sers pour les étudiants pour faire de l'autocorrection. Donc, en entendant le texte, parfois, ils voient que ça ne fonctionne pas avec
avec la syntaxe. Donc, ça, c'est des éléments que j'utilise pour le contenu du cours. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. La disponibilité de l'enseignant. On en a parlé tout à l'heure, donc donner des disponibilités quand même flexibles, puis assez restrictives, pas restrictives, mais dire à quel moment on peut nous joindre. Évidemment, nous sommes des profs, mais il ne faut pas être disponible. Moi, la nuit, je ne suis pas disponible, là, donc je leur donne quand même des heures. Donc, j'ai mis ici 4 moyens de me joindre. Le téléphone, ça ne marche pas, il n'y a personne qui m'appelle. Mais je suis certaine que s'ils avaient mon numéro de portable, ils m'enverraient des messages textes. Mais bon, le téléphone, là, j'en ai très, 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 très rarement. Disponibilité au bureau, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien. Les étudiants viennent me voir. Moi, ça fait pas la file, là, mais il y en a quelques-uns qui viennent me voir. C'est sûr que des fois, c'est un peu difficile parce que des fois, ils viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes d'apprentissage. Les problèmes d'apprentissage sont causés par des problèmes familiaux, par des problèmes sociaux. Puis là, il y a d'autres personnes dans mon bureau, fait que c'est quand même pas si agréable que ça pour ça. Mais s'ils viennent juste pour poser des questions, mais ça fonctionne bien. Le courriel, ça fonctionne toujours bien. C'est une petite question, puis souvent je réponds, ça va bien. J'ai ouvert mon compte Skype pour mes étudiants cette session-ci. J'ai eu aucune communication Skype. Puis même à un moment donné, elle me dit, j'aimerais ça de voir. J'ai dit, OK, on peut peut-être se voir telle journée, mais si t'es pas disponible, ben envoie-moi une demande Skype. Puis non, j'aime mieux te voir en personne. Donc étonnamment, ça fonctionne pas bien. Donc, ils préfèrent passer et puis venir me rencontrer. Les pratiques évaluatives. Donc, qu'est-ce que je privilégie dans les pratiques évaluatives? Je privilégie beaucoup l'évaluation formative informelle. Qu'est-ce que ça veut dire informelle? Ça veut dire que c'est ponctuel finalement. C'est pas nécessairement prévu, mais j'en fais tout le temps en classe. OK? Quand on fait des ateliers écrits en classe, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de faire les ateliers écrits. On peut les faire toutes les questions à tout le monde, où chaque équipe fait une question, revient. Parce que ce qui est merveilleux avec l'évaluation formative informelle, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont évalués. Donc, on peut faire de la rétroaction, puis ils ne travaillent pas pour une note, donc ils ne savent pas. Donc, ça fonctionne bien. Les discussions en classe aussi. On peut faire un retour sur un visionnement de film. Souvent, je leur demande des questions sur le film ou de prêter attention à certains aspects du film. On fait un retour. Juste faire un retour sur le cours précédent aussi. C'est vraiment étonnant de voir que du mardi au jeudi, ils ont oublié quelque chose. Donc, parfois, des fois, je leur dis, on a vu ça au dernier cours. Moi, on s'en rappelle pas. Je dis, bon, OK, on va revenir là-dessus. Et les télévoteurs, ça fonctionne très, très bien. Moi, je l'ai utilisé 2 fois cette session-ci. Je regarde ma collègue Anne-Marie qui me sourit. En fait, je l'ai fait à la première, en évaluation, c'est-à-dire, j'ai fait ça la semaine dernière. Juste avant l'examen, j'ai utilisé les télévoteurs. Donc, ça m'a fait faire une révision. C'est sûr que les télévoteurs, je ne suis pas super habile là-dedans. Peut-être que je devrais suivre une formation. Mais c'est souvent des choix de réponse. Moi, j'ai fait des choix de réponse, ce qui n'était pas nécessairement à l'examen, mais ça m'a permis de faire une rétroaction. Puis parfois, c'est drôle comment il y a des choses qui n'ont pas été comprises par l'ensemble, parce qu'avec les télévoteurs, on voit le pourcentage de gens qui ont répondu A, B, C ou D. Et là, on fait un retour. Donc, ça a fonctionné. Puis, ça a fonctionné aussi parce que c'est anonyme. Donc, les étudiants n'ont pas l'impression d'être jugés. Hein, donc, puis même des fois, il y a comme des petits combats. Là. Moi, j'ai mis ça, je te l'avais dit que c'était ça. Donc, ça fonctionne très bien pour les pratiques évaluatives. Toujours dans les évaluations, les pratiques évaluatives, on peut varier le type d'évaluation. Donc, si on donne toujours des examens, on n'atteint pas tous les types d'apprenants. Okay? Si on donne toujours des dissertations, on n'atteint pas tous les types d'apprenants. Donc, j'essaie de varier les évaluations. C'est sûr que nous avons des objectifs à atteindre, des compétences à atteindre. Donc, c'est sûr qu'en littérature, j'ai pas le choix. Je peux pas passer outre l'analyse littéraire ou la dissertation. Donc, c'est sûr qu'il y en a. Il y a différentes façons de faire la modalité aussi pour les passer. Ça, on le verra tout à l'heure.
Donc, varier le type d'évaluation. Table ronde. Les tables rondes, ça fonctionne bien. Ça peut être un examen écrit, ça peut être un examen oral, ça peut être une dissertation. On peut aussi donner un choix dans le type d'évaluation. C'est sûr, il faut toujours avoir en tête qu'il faut s'atteindre les compétences aussi. Donc, parfois, quand j'ai un petit peu moins de groupe, ce que je fais, je donne le choix parfois entre un examen final puis un portfolio. Il y en a qui pensent peut-être que c'est pas équitable, mais ce l'est puisque je le fais à peu près de la même façon. C'est-à-dire que dans le portfolio, c'est les mêmes exercices, en fait, que dans l'examen. L'examen, c'est un examen long, écrit. Donc, ça atteint en fait beaucoup de types d'apprenants. Il y a des gens qui veulent mettre vraiment toute leur énergie à la fin de la session en 3 heures, puis il y en a d'autres qui veulent s'investir de semaine en semaine. Donc ça, c'est une autre chose. Si on ne veut pas faire le choix de type d'évaluation, on peut toujours donner un choix dans les questions d'un travail. Donc au lieu d'avoir juste un sujet, de toute façon c'est tannant, là, corriger juste un sujet, 108 copies du même sujet, ça devient un peu aliénant. Donc on peut donner un choix dans les questions du travail ou même dans l'examen. On peut varier le type de questions. Et on peut faire le travail en équipe. Travail en équipe, moi, je ne l'oblige pas. Okay? C'est sûr que ce n'est pas dans les compétences du cours de littérature québécoise de savoir travailler en équipe. C'est peut-être une compétence sociale à atteindre, mais j'oblige pas le travail en équipe. Mais quand ils travaillent en équipe, ils travaillent bien. Souvent, j'ai fait faire un travail d'équipe cette session-ci, en laboratoire. Ils ont travaillé ensemble, ils ont échangé, donc ça a été très, très formateur pour eux. Les pratiques évaluatives, mais les modalités de passation. Okay? Donc, est-ce qu'on doit faire tous les travaux en classe? Est-ce qu'on peut faire des travaux à la maison, en laboratoire? Encore là, je prône la variété. C'est-à-dire que dans mes cours, j'ai une évaluation qui se fait à la maison. À la maison et en laboratoire. J'ai une évaluation qui se fait sur table. Et j'ai des évaluations, évidemment, c'est ça qui se fait sur table. Qu'est-ce que les étudiants m'ont dit? En classe, il y en a qui apprécient d'autres. Il y en a qui apprécient que ce soit en classe parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont confinés à leur table de travail, puis ils doivent travailler. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler à la maison parce qu'ils sont plus à leur aise. Moi, souvent, ce que je fais travailler en laboratoire. Je vais réserver des laboratoires. Donc, ils ont des périodes en laboratoire, puis ils peuvent travailler à la maison aussi. Donc, en laboratoire, je suis disponible pour répondre à leurs questions. Puis, ils viennent, ils seront présents en laboratoire, là, même parce qu'ils ont accès à Antidote. Puis, ça me permet en même temps en laboratoire de leur montrer qu'Antidote, c'est pas juste un correcteur, mais que c'est aussi un dictionnaire, c'est aussi un conjugueur. Donc, ils vont travailler là. Puis ça, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. On se retrouve avec des travaux avec moins de fonds. C'est plus agréable pour les professeurs. Puis là, il y a des gens qui disent « Oui, mais là, il faut qu'ils se préparent à l'épreuve uniforme de français. » Mais ça, c'est un autre débat philosophique que je pourrais entamer, que l'épreuve uniforme, c'est une sanction, puis qu'au cégep, bien, ils sont là en situation d'apprentissage. Offrir plus de temps à tous les étudiants. Donc ça, je le fais aussi. C'est-à-dire que si le temps n'est pas une compétence à atteindre, parce que dans certains domaines, j'imagine que c'est une compétence à atteindre, une infirmière qui prend 10 minutes à prendre les signes vitaux, peut-être que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas dans ce domaine-là, mais il me semble que ça serait long. Donc, souvent, quand ils font leur dissertation, je ne veux pas qu'ils sentent le stress de finir. Donc, ça arrive parfois, je vais leur offrir 1 heure supplémentaire à tout le monde. Donc, ça calme les ardeurs. C'est sûr, parfois, c'est difficile à gérer, puis ça prend un peu de mon cours. Mais après, ils ne peuvent pas dire « j'ai pas eu le temps de me corriger ». Donc, j'ai remis les dissertations dernièrement, puis il n'y en a pas un qui m'a dit « j'ai pas eu le temps de me corriger ». Parce que s'il me dit ça, je dis « ben c'est pas vrai, tu avais tout le temps qu'il fallait ». Donc, les pratiques évaluatives, toujours dans la correction. Donc, j'essaie, autant que possible, évidemment, sauf pour un examen final, d'offrir une grille d'évaluation pour chacune des évaluations. Donc, quand ils ont une dissertation, ils savent combien de points est accordé, par exemple, aux preuves, combien de points est accordé à l'introduction. Donc, je fais ça pour tout, pour même les tables rondes. Des commentaires constructifs aussi, c'est-à-dire que, bon, des fois, c'est long à corriger. Fait que ce que je fais, c'est que j'ai déjà une feuille de commentaires, puis je fais juste cocher un peu. Puis ils ont apprécié cette façon de faire-là. Corriger sur écran avec capsule. Donc, j'ai fait ça cette session-ci. J'ai corrigé sur écran
des plans de dissertation qu'ils m'avaient remis. Ça m'a permis de faire une correction plus exhaustive parce que, évidemment, j'écris plus vite je suis une ancienne secrétaire, mais j'écris plus vite à l'ordinateur qu'à la main. Donc, ça m'a permis dans les bulles de faire beaucoup de commentaires. Puis pour certains, j'ai fait des capsules audio. Donc, ils ont apprécié. Notamment pour un retour aux études où la personne avait eu 66 %, mais je la félicitais finalement pour son grand effort et tout ça. Donc, une personne d'une quarantaine d'années qui était revenue aux études. Et pour ceux à qui j'ai fait une capsule audio, ça a été quand même apprécié, mais c'était beaucoup moins long que M. Vézo. C'était pas 40 minutes. Moi, c'était un plan de dissertation de 500 mots. Donc, c'était des interventions entre 1 à 2 minutes. C'est long, corrigé sur écran, je vous le cacherai pas. Cependant, j'ai eu beaucoup moins de rencontres post-évaluation dans mon bureau. J'ai vu ma collègue à côté de moi recevoir d'innombrables étudiants cette session-ci. C'était incroyable. Ça défilait un après l'autre et ça défile encore là, jusqu'à hier. Donc, pour avoir une rétroaction, moi, j'ai eu 2 rencontres finalement. Donc, sur 108 étudiants. Donc, j'imagine que ma rétroaction était quand même assez claire. Donc, ça, c'est quand même apprécié. Il faudrait juste que je développe des outils plus appropriés pour les capsules audio. Là, je ne suis pas encore assez habile. J'ai beaucoup expérimenté de choses. Donc, j'ai perdu un petit peu de temps, mais je vais remédier à ça. Donc, c'est ça, c'était ça ma présentation. Moi, j'ai voulu partager avec vous ce que je faisais en classe. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien, mais mon souci premier, c'est d'atteindre tous les types d'apprenants. Mais je sais très bien qu'on ne peut pas atteindre tous les types d'apprenants tout le temps pendant mon 60 heures de cours. Mais si à plusieurs moments dans la session, j'ai atteint tel type d'apprenant, je pense que mon travail va avoir été fait. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Brigitte. Merci, si vous voulez bien vous approcher. Comme je vous le disais, de toute façon, tout de suite après la pause santé, Brigitte sera de nouveau devant et pourra répondre à vos questions. Et si vous avez des commentaires et remarques à lui formuler. Donc, nous allons passer aux 2 dernières présentations avant la pause. Et vous indiquez également, parce que ce dont Brigitte parlait, je sais qu'à un moment, on serait étonné dans l'enseignement si on demandait à nos étudiants, moi je fais ça régulièrement après un cours, on dit, mettez-moi par écrit, qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont les mots-clés de la période? Quelles sont les phrases clés de la période? Ne serait-ce que pour voir qu'est-ce qui est vraiment capté par les étudiants. Est-ce que Isabelle et Joanne, je peux vous présenter? Ça va? Les piles. Ah bon, changer les piles, très bien. Avez-vous tout de suite peut-être une question pour Brigitte ou une remarque? Sinon, on va attendre à la pause ou... Oui, Paul. Et où? Ah, Brigitte. Bonjour. J'écoutais ça attentivement. Je voulais juste souligner la quantité phénoménale de travail qu'il y a là-dedans. Moi, j'ai fait une petite affaire et ça m'a pris tout mon petit change. Elle a tout fait ce qui existe à peu près. Donc, dans un premier temps, là, vraiment, c'est fantastique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous présente Joanne Morin, donc, qui est à ma droite. Joanne Morin, qui est professeure d'éducation spécialisée, responsable du programme d'aide à la réussite du département de techniques d'éducation spécialisée. Elle est psychoéducatrice et orthopédagogue de formation. Elle aime bien avoir les étudiants de première année et les finissants. Ce qui est bien, c'est au début du parcours et à la fin du parcours. Elle est au collège Marie-Victorin, comme sa collègue, donc Isabelle Pelletier, qui est au cégep Marie-Victorin depuis plus de 20 ans. Elle a d'abord été technicienne de travaux pratiques et par la suite, elle a enseigné pendant 8 ans avant de devenir conseillère pédagogique. Isabelle Pelletier soutient au quotidien les travaux d'évaluation, d'actualisation et de mise en œuvre des programmes, en plus d'apporter un soutien aux professeurs, d'offrir de la formation et de contribuer à des projets institutionnels. Donc, vous allez nous faire part de votre expérience avec la CUA. Merci. Bonjour.
Comme vous le savez, le Cégep Marie-Victorin a été... Est-ce que le son, c'est bon? OK. Le Cégep Marie-Victorin a été partenaire tout au long du projet de la CEA. Il y a des profs qui croient, et le Cégep croit en ce projet-là. Et même si le Cégep et certains profs croient au projet, quand on en parle dans notre environnement, on rencontre des résistances. Alors, l'au-delà du projet pilote, ça nous amène à parler des résistances qu'on entend dans les corridors, dans les discussions de corridors, ne serait-ce que est-ce que ça va augmenter ma tâche? On a des craintes qui sont manifestées aussi dans l'évaluation. Est-ce que le fait d'offrir plusieurs modalités d'évaluation, ça va nous amener est-ce qu'on est en mesure de respecter l'équité, l'équivalence dans l'évaluation si on va dans ce sens-là? Autre chose aussi, quand on abordait plutôt aujourd'hui le thème universel, la conception universelle. Le mot universel, quand on dit ça aux profs, ils ont l'impression qu'ils vont être obligés de tous faire la même affaire en même temps. Donc, juste ça, en partant aussi, on fait comme où? On les voit un peu, on voit physiquement une réaction et une crainte. Donc, on pense qu'il faut, en fait, dans l'au-delà du projet pilote, on pense qu'il faut se promener, qu'il faut faire une tournée pour démystifier, pour sensibiliser les différents acteurs à, dans le fond, utiliser la CEA ou la conception universelle de l'apprentissage. Et pour ce faire, bien, on a pensé développer on a créé une capsule ou une capsule de sensibilisation pour démystifier, pour sensibiliser et pour ceux qui le souhaitent aussi être en mesure de mettre en application le concept de la CEA au terme de cette capsule-là. Alors, la capsule qu'on va vous présenter, en fait, c'est le but de notre intervention cet après-midi. Je vous en présente le plan. Donc, c'est une capsule qu'on a créée avec une durée qui serait de 2 heures. Le plan, dans ça, on voit la présentation des participants. Et comme on est dans le concept de la CEA, bien, tout au long de ces 2 heures-là, on veut mettre les acteurs en action, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a différentes activités qui sont prévues pour que les gens s'approprient le concept, le modèle et puissent mettre en pratique, dès la sortie de ces 2 heures-là, certaines notions d'application de la CEA. Alors, il y a une activité brise-glace qui est dans le lancement de cette capsule de sensibilisation-là. Par la suite, il y a tout le concept finalement de la CEA qui va être apporté à l'intérieur du 2 heures. Bon, une pause et ensuite, une fois ces assises-là mises en place, bien, les gens vont peut-être être en mesure de mieux apprécier le tableau des lignes directrices qu'on pourrait présenter à l'intérieur de cette capsule-là et finalement faire un travail d'équipe des participants pour qu'ils réfléchissent à partir de tout ce qui va s'être dit jusqu'à ce moment-là, de quelle façon ils peuvent aller mettre en pratique dans leur cours le concept de la CEA. Alors voilà. Donc, la capsule vidéo, en fait, je vais vous la présenter. C'est un résumé de certaines capsules vidéo qui vont se retrouver sur le site web. Alors, ce serait d'entrée de jeu dans l'atelier de formation et de sensibilisation. Elle dure 6 minutes. Bien, nous, on l'a fait durer. Nous, ici, on l'a fait durer 6 minutes, oui. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de participer à cette entrevue-là. Okay. Écoute, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu qui tu es, toi, en tant que professionnel dans le monde de l'éducation. OK. Antoine Coulange, je suis professeur au Cégep Marie-Victorin en technique de travail social depuis 8 ans. Parfait. Tu as participé à un projet qu'on appelle la CEA. J'aimerais ça savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce projet-là, tes intérêts. Le premier élément qui m'a intéressé, c'est d'avoir l'opportunité de prendre du temps pour réfléchir à ma pratique pédagogique, prendre du temps pour regarder les cours que j'offre, puis voir comment les améliorer. Le deuxième élément qui m'a intéressé, c'est la question que pose la conception universelle des apprentissages, la CEA. La question qu'il pose, c'est est-ce que mon cours, la façon que je prépare mon cours est accessible à la diversité des personnes? Et ça, je trouvais que c'était une bonne question. Donc ça, c'est le deuxième élément qui m'a motivé à participer au projet pilote. D'accord.
avant que ce projet-là se mette en branle, donc il y a eu une réflexion de ta part. Donc, tu as décidé de faire vivre cette expérience-là à certains groupes en technique de travail social. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des groupes auxquels cette expérience-là s'est adressée? Oui, donc le projet pilote, je l'ai monté pour le cours qui s'appelle Intervention sociale avec des groupes. C'est un cours qui est offert à la 3e session, donc mes étudiants et étudiantes en 2e année. Ça s'adresse aux étudiants et étudiantes du programme de technique de travail social. Puis on pourrait dire qu'au Cégep Marie-Victorin, on a des groupes assez diversifiés au niveau de nos étudiants et étudiantes à différents niveaux. On a des âges diversifiés. Oui. On va avoir aussi des cultures diversifiées. Puis on va avoir aussi des capacités qui sont très diversifiées. Donc on pourrait dire que ça représente un peu les groupes qu'on va avoir. Mais en même temps, on a des étudiants et étudiantes qui s'engagent assez bien dans le programme. C'est un programme qui les motive. Donc, on pourrait dire qu'il y a un bon niveau d'engagement de la part de nos étudiants et étudiantes. Est-ce que ça s'adresse à un programme plus aux étudiants ou aux étudiantes c'est peut-être un autre aspect de la technique de travail social, hein, c'est qu'il y a une majorité féminine dans nos classes. Donc, on va avoir peut-être un 10 d'hommes dans nos classes, puis un 90 de femmes. Parfait. Au moment de réfléchir à cette approche-là, à quel besoin, d'après toi, la conception universelle de l'apprentissage pouvait répondre au projet, pouvait être expérimenté? Les besoins des étudiants, puis les besoins, toi, en tant qu'enseignant. Oui, donc, au niveau étudiant, je pense que le fait d'avoir des classes très diversifiées, ça amène qu'ils ont des besoins aussi qui sont diversifiés. Donc, la CUA remplissait bien ce mandat-là de comment réfléchir une pédagogie qui répond aux besoins d'une diversité de personnes. Fait que peut-être à ce niveau-là, c'est un besoin premier. Personnellement, comme professionnel, souvent quand on rencontre une personne dans nos classes qui vit son expérience classe différemment, qui a des besoins différents, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter à ce moment-là notre cours, notre examen, notre préparation, notre matériel, pour répondre aux besoins de cette personne-là. J'appelle ça mettre un plaster sur le bobo. Okay. Donc souvent, notre approche, pas toujours, mais souvent, quand on rencontre des gens qui ont des besoins particuliers, on va essayer de s'adapter à eux au fur et à mesure. Ce que je trouvais satisfaisant de l'approche de la CUA, c'est qu'elle nous pose la question avant la préparation. Donc, avant même que la classe commence, est-ce que mon cours répond à la diversité des besoins? Donc, comme professionnel, j'ai un avantage après, c'est que je sens que mon cours est mieux préparé pour la diversité des personnes et je sens que je vais mettre moins de plaster après sur les bobos des personnes. Et quel nouveau défi ça a représenté pour toi et les étudiants de travailler de cette façon-là? Donc, le principal défi, c'est un peu toujours l'enjeu quand on ajoute une réflexion, une approche, etc., c'est le temps. Donc, je crois que le principal défi pour le professeur, c'est le temps. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que la CEA, c'est une question qu'on se pose, c'est une analyse qu'on fait, puis c'est une amélioration de nos pratiques pédagogiques. Mais ça peut se faire graduellement. Donc, l'idée derrière ça, c'est peut-être pas de tout faire la première année. Là, dans le cas des projets pilotes, on avait plus de temps de disponible par le projet pilote. Mais ça serait plutôt de se dire, j'amorce une réflexion, j'améliore des choses, puis j'y vais graduellement d'année en année. Excellent. Suite à cette expérimentation-là, donc on va voir un peu le après-projet pilote de la CEA. Donc, quels sont les ajustements nécessaires que tu vois pour une prochaine expérimentation? Donc, le premier élément pour l'année prochaine, j'y pense déjà, ça serait de continuer à me poser la question. Continuer à réfléchir aux éléments que j'ai mis en place dans mon cours, à me poser la question, est-ce que je peux peut-être mieux les diversifier? Est-ce que je peux mieux leur offrir diverses possibilités de faire des évaluations? Est-ce que je peux améliorer encore l'engagement? Donc, ça pourrait, pour la suite, c'est de continuer à me poser la question de base. Est-ce que je peux rendre mon cours plus accessible à un plus grand nombre de personnes? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça serait de continuer à diversifier les options. Parce que, comme je le disais auparavant, tu ne peux pas ajouter plein de choses la première année. Donc, on va continuer. L'année en année, peut-être ajouter 2 choses l'année prochaine et graduellement amener le cours à avoir une plus grande diversité de représentation. C'est pas la quantité qui est importante, dans le fond, à rajouter ou à... Non. C'est d'y aller, de doser, puis d'y aller selon les capacités, autant des étudiants que de l'enseignant,
à vivre ce processus-là? C'est ça, allons-y graduellement. Tu peux ramener ça? Voilà. OK. Merci. C'est beau. C'est beau. Fait que d'entrée de jeu, dans l'atelier de sensibilisation, on propose un résumé de cette capsule vidéo-là pour lancer l'idée de la conception universelle de l'apprentissage. Et ça pourrait permettre aussi d'entrée de jeu de faire un échange par la suite, après que les gens aient entendu ça, pour avoir un peu justement que ces craintes-là ou que ces résistances-là puissent s'exprimer. Donc ça, c'est dans un premier temps. Bon, par la suite, ce que je vous présente, en fait, c'est vraiment le PowerPoint qui a été développé dans le but de faire cet atelier-là. C'est sûr qu'on va devoir reprendre le modèle, revenir sur des définitions et tout ça. Je vous laisserai les lire puisque ce PowerPoint-là deviendra disponible, mais je m'y attarderai pas là, pour la présentation aujourd'hui. Donc, il est prévu du temps pour qu'on puisse bien camper les concepts et la CUA en soi. Par la suite, là où on veut amener nos gens, on se disait, ben la CEA, c'est quelque chose d'actif. On veut que les gens puissent réfléchir. On veut que les gens soient en action. On s'est dit, pourquoi ne pas profiter de ça pour faire élaborer une carte conceptuelle. Donc, à l'intérieur de cet atelier-là, on a pensé faire une activité d'élaboration de carte conceptuelle où on va remettre, dans le fond, une enveloppe avec un paquet de mots aux différents participants. Et cette diapo-là va leur permettre de les guider pour élaborer cette carte-là. Le premier mot qu'on va leur demander de chercher dans l'enveloppe, c'est la CUA. Et graduellement, au fur et à mesure que le temps file, on va les guider avec les clics et puis les aider à s'organiser pour mettre en mots les différents éléments qui sont en lien avec la conception universelle de l'apprentissage. Voilà. Voilà. Fait qu'au terme de cette activité-là, les gens en équipe vont avoir reproduit la diapositive que vous voyez en ce moment et qui, dans le fond, met la table sur l'ensemble de ce que peut représenter la conception universelle d'apprentissage et peut être un exercice synthèse à ce qu'on a vu précédemment là, dans les diapos avant où on est revenu sur la définition, sur les différents modèles. Je vais laisser continuer, Oui, Jean. parfait. Alors, rendu à ce stade de l'atelier, les gens vont se poser la question, oui, c'est bien beau tout ça, mais comment ça atterrit dans le concret? Comment ça va atterrir dans nos cours? Comment ça va atterrir dans nos planifications? Comment ça va atterrir avec nos étudiants? Alors, de là, en discussion, en sous-groupe, on va pouvoir arriver à identifier le réseau de reconnaissance au niveau de la perception. Alors, des exemples de stratégies pédagogiques au niveau de la perception, on en a nommé plusieurs tout à l'heure. Donc, offrir à nos étudiants des supports visuels, des guides d'accompagnement pour l'écoute de vidéos, des guides tactiles, auditifs, les plateformes web, les prises de notes collectives. Alors, voilà au niveau de la perception ce qu'on peut offrir à nos étudiants. Ensuite, au niveau du langage et des symboles, des stratégies pédagogiques, encore une fois, donc préciser le vocabulaire. Alors, vulgariser le vocabulaire, c'est important. Des cartes conceptuelles, comme ce qu'on va leur avoir fait vivre en atelier. Proposer des graphiques, des tableaux, proposer des mots-clés. Ensuite, au niveau de la compréhension, alors, avec nos étudiants, faire des révisions, faire des résumés, élaborer, revenir au niveau des connaissances antérieures, référer à des modèles connus, à des analogies, ce que Paul appelle des chires. Moi, j'ai plutôt appelé ça des analogies. Ensuite, au niveau des réseaux stratégiques, donc au niveau de l'environnement, au niveau physique, donc les environnements favorisés, les environnements multimédia, les commandes vocales, le sens kinesthésique, donc dans des locaux de danse, dans des locaux où il y a des formations en musique, par exemple. Au niveau de la communication, alors les stratégies pédagogiques, offrir des textes variés, ce que ma collègue Brigitte disait tout à l'heure, des textes variés, offrir des capsules vidéo, utiliser les médias sociaux, utiliser les sites web. Au niveau des fonctions exécutives, donc avec nos étudiants, quand on a à mettre en place des travaux, alors faire appel à la métacognition, le plan de travail par séquence important, les échéanciers, avec eux revoir régulièrement les échéanciers, utiliser l'agenda électronique, mais il y a quand même l'agenda papier qui est encore
d'actualité. Alors, utilisez ces instruments-là. Ensuite, au niveau de la motivation, les réseaux affectifs, on a parlé tantôt beaucoup de comment motiver nos étudiants, comment les garder avec nous autres du début à la fin. Donc, moi, j'enseigne en première année et j'enseigne aussi en troisième année. Donc, comment garder ma cohorte de la première année à la troisième année? Alors, leur offrir des choix, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, arriver à différents types de documents, différents types de textes, le travail collaboratif, les faire travailler en équipe, faire des échanges, des plénières. Au niveau comment on arrive à soutenir l'intérêt, à soutenir la motivation de nos étudiants, la persévérance. Alors, leur rappeler régulièrement quels sont les buts, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre dans ce cours-là. Encore une fois, le travail collaboratif, la prise de notes communes. Donc, ce sont tous des outils intéressants à utiliser. Et au niveau de l'autorégulation, donc, comment amener nos étudiants à s'auto-évaluer. Alors, les amener sur des pistes de réflexion, utiliser le bilan des acquis, ce que j'ai utilisé beaucoup cette session aussi avec mes étudiants, le journal de bord, le portfolio. Alors, ce sont tous des différents éléments qui peuvent aider nos étudiants à les amener à se motiver, à réfléchir sur leur formation et arriver à trouver une satisfaction dans leur formation. Alors, on pense que dans l'atelier de sensibilisation, à ce stade-ci, les gens, en fait, c'est sûr qu'on l'a élaboré en pensant que c'est des profs qui assisteraient à l'atelier, mais aussi tous les autres acteurs qui se sentent interpellés par ce concept-là. On pense que les gens vont se dire, bien, finalement, il y a des choses que je fais parce que justement, dans l'idée de démystifier ou de sensibiliser, c'est de pas penser qu'il faut tout jeter aux poubelles puis on repart à zéro. Donc, en ayant mis en place des choses comme ça, on se dit, ben, il y a des gens qui vont se reconnaître ou qui vont se dire, il y a déjà des trucs que je fais et là, on peut peut-être bâtir à partir de ça et aller plus loin. Donc, à la suite de tout ça, on représenterait finalement, à l'intérieur de la capsule de sensibilisation, on reviendrait sur le tableau des lignes directrices qui synthétise beaucoup d'informations liées au concept universel des apprentissages et on pourrait reprendre des éléments qui sont là. Là, si je veux revenir sur mon PowerPoint, je reviens ici. Oui. Ben, il y a quelqu'un qui joue sur ma souris, là. Merci. Elle est en haut. OK. Bon, à la suite de la présentation du tableau synthèse, il y aurait une activité qui permettrait justement aux profs de se regrouper pour pouvoir commencer à transférer tout ce qui va s'être dit au long de l'atelier sur comment je pourrais faire ça dans ma classe. Alors, ils auraient à identifier des activités pédagogiques qui pourraient être transférées dans leur enseignement. Et ce serait un échange en petits groupes et naturellement, quand ces échanges-là seraient terminés, on reviendrait en échange plénier pour faire partager à tous le fruit des réflexions par petite équipe. Alors, ça complète l'atelier qui durerait au total 2 heures. Là, on vous la présente de façon très succincte. Et on terminerait la présentation de cet atelier-là en faisant la référence sur le site Internet où on va vous en parler un peu plus dans quelques minutes, je crois, ou en fin de journée aujourd'hui, où ça devient un site hyper intéressant pour continuer à aller chercher de l'information et aller plus loin en lien avec le concept de la CEA. Voilà. Alors, en conclusion, en fait, on pense que il faut devenir des porteurs de messages, il faut être des ambassadeurs. Ça prend des gens qui vont avoir envie de continuer à se former, mais aussi à vouloir former pour ceux qui auraient de l'intérêt face à ça. Donc, là, je suis rendue à la fin. Alors, c'est pour s'ouvrir sur demain, il faudrait aller voir ou s'ouvrir à ce qu'il va avoir après le projet. Il faudrait faire, on dit, une tournée pour pouvoir donner de l'information, sensibiliser, démystifier par rapport au concept de la CEA. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Isabelle Pelletier, Joanne Morin. Comme je le disais, de toute façon, après la pause, vous allez
revenir. Donc, on pourra avoir des commentaires et des questions. Je vous signale également toujours un document de Stéphanie Tremblay que vous pouvez trouver sur le web. C'est un diaporama qui a été présenté dans le cadre d'un performance, si ma mémoire est bonne. Et vous aviez présenté quelques mythes sur la CUA, dont le dernier mythe, ça implique de changer toutes nos méthodes. Plusieurs approches pédagogiques en lien avec la CUA se pratiquent déjà. Et si d'ailleurs j'avais une suggestion à faire, c'est si dans un premier temps, on identifiait les pratiques qui se font déjà, il me semble que c'est plus facile d'aller vers l'inconnu quand on part du connu. C'est un des grands principes neurologiques d'apprentissage, partir du connu pour aller vers l'inconnu. Donc, si on est capable d'identifier tout de suite ce qui se fait déjà dans les cours et ce qui est bien fait dans les cours, ça sera peut-être plus facile ensuite de s'ouvrir parce qu'on aura calmé le fait de dire, moi je panique, je suis obligé de tout changer complètement. J'aimerais également vous signaler avant la pause que dans la salle se trouve Patricia Lapointe, qui était avant au Collège de Limoilou, maintenant qui s'occupe du CAPRES. Elle est responsable de la veille et de la diffusion, donc Patricia qui est à l'arrière. Et je vous signale que le CAPRES a mis en ligne, c'était il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, un dossier complet sur la CUA. Donc vous n'avez qu'à cliquer CAPRES et vous allez voir un dossier complet sur la CUA. Alors, afin de respecter l'horaire du programme, vous pardonnerez d'écourter de 5 minutes la pause. Nous allons nous retrouver à 15h10. Et de toute façon, je ne sais pas si vous voulez aller travailler à Marie-Victorin, mais à Marie-Victorin, si vous avez bien regardé le diaporama, il y avait quand même 4 bouteilles vides. C'est très invitant. Ça semble être un lieu de travail très, très, très agréable. Alors, on se retrouve après la pause à 15h10. C'était l'émission de fin de soirée, peut-être.